Bonjour, Monsieur le Président. C'est un grand honneur et un immense plaisir de vous recevoir dans notre podcast, le questionnaire professionnel. Et donc, permettez-moi de commencer comme ça. À votre avis, quel est le sens et la mission de la Bibliothèque nationale aujourd'hui? Alors d'abord, si vous voulez bien, je veux vous remercier de me donner l'occasion de parler en français. I will use only one phrase in English, but to thank you for giving me the chance to speak my own idiom. Alors, merci beaucoup. La Bibliothèque nationale, une bibliothèque nationale en général, continue, selon moi, actuellement à avoir un sens extrêmement important. Malgré l'internationalisation, malgré la modification, l'évolution technique de la constitution d'un fonds documentaire et de sa consultation. Pourquoi ? Parce que le premier des sens d'une bibliothèque nationale, c'est de continuer à être une bibliothèque patrimoniale, documentaire, et ensuite de participer à la diffusion, la démocratisation de la culture et du savoir. C'est une mission que continuent d'assumer les États et les nations dans le monde moderne. Merci. Et donc, la Bibliothèque nationale de France est l'une des plus anciennes institutions culturelles françaises. Et oui. Elle a une longue et riche histoire. Oui. Et depuis la fin du Moyen-Âge, j'ai d'ailleurs été impressionné par le livre sur l'histoire de votre bibliothèque, paru en 2021. Oh, c'est impressionnant. Et donc, comment parvient-elle à maintenir un certain équilibre entre la conservation du patrimoine documentaire et l'ouverture moderne au public, on peut dire entre la préservation et la visibilité des collections? La Bibliothèque nationale de France, comme vous l'avez dit, est une institution vénérable, c'est une institution ancienne, pour la bonne et simple raison que sa mission patrimoniale est ancienne. Le dépôt légal, en France, date du XVIe siècle, de 1537. Depuis 1537, tout ce qui est publié et imprimé en France doit être déposé à la Bibliothèque du Roi, puis à la Bibliothèque royale, puis à la Bibliothèque nationale, avec un effort de modernisation bibliothéconomique tout au long du XIXe siècle. Voilà une institution ancienne, mais une institution qui a toujours voulu se moderniser au XIXe siècle, puis au XXe et au XXIe siècle. Elle a toujours voulu se moderniser, mais avec toujours la même ambition que vous avez évoquée, et qui paraît parfois une ambition contradictoire. Cette ambition, c'est collecter, préserver, conserver. On conserve, on préserve 40 millions de documents. C'est la deuxième ou troisième bibliothèque du monde. Mais en même temps, on veut valoriser ces documents. Comment valorise-t-on des documents ? D'abord, à travers la recherche. La première fonction de la bibliothèque patrimoniale, comme Bibliothèque nationale de France, c'est de permettre le développement de la recherche sur nos documents, de la recherche avec nos documents. Et ça, c'est une fonction qui est tout à fait conciliable avec la préservation, puisque les chercheurs, normalement, sont très précautionneux, et puis parce qu'on a des conditions d'offre des contenus documentaires qui sont des conditions de préservation des documents. La deuxième des missions, c'est de permettre, comme vous l'avez dit, une circulation et une diffusion plus grande de ces contenus documentaires, culturels et scientifiques. Il y a plusieurs moyens, évidemment. Une bibliothèque n'est pas un musée, mais une bibliothèque peut avoir un musée. Nous avons un musée qui expose un certain nombre de nos objets, de nos collections. Nous avons une politique culturelle, comme la Bibliothèque nationale de Lituanie, comme beaucoup de bibliothèques. Cette politique culturelle se traduit par des expositions, de grandes expositions. La différence entre une exposition de chez nous et une exposition d'une autre institution culturelle, c'est que nos expositions sont fondées
d'abord sur nos séries, nos données, nos fonds documentaires, avec quelques éléments venus d'ailleurs. Mais c'est une mise en valeur de nos documents. Et puis, troisième élément extrêmement important, c'est tout simplement la numérisation. Pour rendre accessible le plus grand nombre de choses en les préservant, il faut continuer à numériser. Et la Bibliothèque nationale, grâce à l'action de mes prédécesseurs, est la bibliothèque au monde qui a le plus numérisé de données. Il y a 11 millions de documents et des milliers de feuilles, 500 milliards de mots qui sont dans la base de numérisation Gallica. Ces contenus sont accessibles à distance ou sont accessibles sur les lieux de la bibliothèque et à mon sens, c'est une bonne façon d'essayer de résoudre l'équation entre préservation et diffusion, préservation et transmission. Bien sûr que ce n'est pas suffisant. Il y a des documents que l'on doit voir, dont on veut voir la matérialité. Quand on est chercheur, cela ne pose pas de problème. Quand on est un lecteur non-chercheur ou le grand public, ça nécessite un certain nombre de précautions, mais nous essayons de donner accès. Enfin, un dernier moyen, c'est de faire en sorte que la bibliothèque soit nationale parce qu'elle rayonne dans l'ensemble du territoire national. Je sais que la Bibliothèque nationale de Lituanie a énormément de partenariats culturels et scientifiques dans l'ensemble du pays. J'en ai eu la preuve, l'illustration. La Bibliothèque nationale de France participe de cette même politique territoriale. Nous prêtons des documents dans des bibliothèques publiques municipales. Nous avons des accords de partenariat avec les grandes bibliothèques ou les grands musées du reste du pays pour numériser ou pour prêter des documents, y compris des documents originaux précieux quand on a les conditions qui nous permettent de sécuriser cela. Oui, c'est impressionnant, impressionnant, la numérisation, les processus comme ça. Mais les questions se posent comme ça. Donc, quel changement cette révolution numérique a-t-elle apporté aux activités de la Bibliothèque nationale de France? En ce sens, est-ce que la bibliothèque numérique conserve encore une certaine dimension humaine, est-ce qu'elle reste encore à taille humaine, si on peut dire? Vous avez posé la vraie question qui est que signifie par rapport aux activités traditionnelles de consultation et de recherche une bibliothèque numérique? Ça signifie que l'humain lui-même peut évoluer. Donc on a des conditions nouvelles, mais qui continuent d'être des conditions de meilleure adaptation à la demande des personnes. Donc, en cela, elle est humaine. Par exemple, les bibliothèques numériques ou les efforts de numérisation, de technologie, nous permettent aussi d'être mieux adaptés à un public inclusif, de personnes porteurs de handicap, d'aveugles, et donc cela, nous le pouvons grâce aux techniques modernes, grâce à la numérisation, et rien de plus humain que cela. Par ailleurs, la numérisation est un élément qui évolue sans cesse, et donc qui évolue sans cesse en lien avec la demande, mais aussi en lien avec les progrès cognitifs, les progrès de l'être humain. Évidemment, cela peut paraître froid, cela peut paraître plus automatique. En outre, avec l'intelligence artificielle, nous y reviendrons certainement, mais il faut savoir s'adapter aussi aux grandes évolutions. Et de toute façon, je voudrais dire une chose, la consultation numérique qui augmente n'empêche pas la consultation physique. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de gens qui consultent à distance qu'ils ne viennent pas travailler dans la bibliothèque. J'ajoute que c'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes qui consultent à distance qui viennent travailler. Notre problème, c'est vrai, c'est de continuer à augmenter le nombre des gens qui viennent sur place, parce qu'il y en a un peu moins, mais très souvent, les chercheurs ou les lecteurs qui sont des utilisateurs de Gallica, de nos plateformes à distance, sont aussi des gens
qui viennent travailler sur place. Il n'y a pas d'antinomie. Ça, c'est intéressant. C'est certain. Donc, certains ajustements, on peut dire. Oui. Et donc, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, sauf évidemment pour l'étranger. On a des consultations. L'intérêt, c'est qu'on a beaucoup de consultations à distance qui viennent de loin. Alors cela, c'est pour remplacer la consultation. Et c'est une modernité qui va plutôt dans le sens d'une amélioration humaine. Nos principales consultations de l'étranger, l'an dernier, par exemple, venaient des États-Unis, de l'Italie. Alors l'Italie est proche, de la Chine aussi, parfois de l'Algérie, donc des pays d'Europe du Nord. Et tout le monde. Oui, comme partout d'ailleurs, partout. C'est accessible. C'est accessible. Oui. Ah, donc la bibliothèque, elle rayonne quelque part dans le monde. Oui, nous l'espérons. Nous espérons qu'elle continue à rayonner dans le monde, oui. Et encore sur l'intelligence artificielle. Oui. Donc c'est à la mode, on peut dire, discuter de l'intelligence artificielle. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Donc est-ce que vous pourriez vous expliquer ou donner certains exemples d'une activité, comment on utilise cette intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, elle est utilisée d'abord dans deux principales missions de la bibliothèque. Elle est d'abord utilisée dans le travail quotidien, dans la professionnalisation patrimoniale de la bibliothèque, parce qu'elle facilite les opérations normales de bibliothéconomie. Je suis le président de la bibliothèque, mais je ne suis pas bibliothécaire de formation, je suis historien, mais je sais comment travaillent les conservateurs et les bibliothécaires. Ils doivent identifier, cataloguer, classer. Eh bien, l'intelligence artificielle, quantitativement, est d'abord un accélérateur. Donc ça, qu'on le veuille ou non, c'est un progrès. Alors évidemment, une menace aussi sociale, parce que certaines catégories de gens qui travaillent avec nous pensent que leurs fonctions vont disparaître. Leurs fonctions vont évoluer. Et c'est vrai que certaines fonctions vont disparaître, mais elles vont être remplacées par d'autres fonctions. Et si nous savons former à l'intelligence artificielle, nous continuerons à former donc de nouveaux agents, de nouveaux personnels, de nouveaux collègues au cœur de la bibliothèque. Donc, première utilisation, une utilisation interne professionnelle. Deuxième utilisation, une utilisation qui facilite notre interface avec les lecteurs et avec les chercheurs. J'ai parlé du corpus numérique de Gallica. Ce corpus est immense, 11 millions de documents. Parfois, on n'arrive pas à trouver un certain nombre de choses que l'on cherche, c'est très compliqué. Eh bien, l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux identifier, de mieux aider la recherche, de faciliter tous les processus heuristiques normaux et de consultation. Elle facilite l'interface avec le lecteur. Et puis, à terme, l'intelligence artificielle devrait nous permettre, c'est une menace certes, mais nous devrons la prendre comme une possibilité, une chance pour établir de nouveaux corpus de données qui nous permettent de nourrir une IA, une intelligence artificielle générative en langue française ou dans les langues de l'Europe pour éviter que l'intelligence artificielle ne parle que anglais, même si c'est très bien qu'elle parle anglais. Mais et donc nous avons l'intelligence artificielle peut nous apporter des choses. Bien sûr que on a peur de l'intelligence artificielle. On considère que c'est une menace. Un spécialiste de sciences cognitives français qui a beaucoup étudié l'intelligence artificielle, Handler, a fait un livre grand public, enfin un livre de réflexion générale très intéressant, qui s'appelle « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme ». Et il dit cette chose très simple, peut-être un peu trop banale, je m'en excuse, mais il dit une chose efficace qui est « L'intelligence artificielle répond à toutes les questions, mais elle ne sait pas poser les questions. » Et donc, il y a une place pour l'homme. Merci. Et
pour certains optimisme, c'est Oui, oui, aussi, car on attend partout, vous savez, parfois, mais le oui, danger, tout ça. oui. Merci beaucoup donc, pour cette vision optimiste, bien sûr, et bien établie et argumentée. Et sinon, donc, vous parlez de partenariat, de partenariat. Oui. Quelle importance accordez-vous aux partenariats nationaux, internationaux, surtout dans le domaine numérique? Ils sont très importants, nos partenariats, nous les développons. Les partenariats internationaux, bilatéraux, comme avec la Bibliothèque nationale de Lituanie. Merci. Les partenariats comptent vraiment. Ils ont, si vous voulez, pour moi, depuis que je suis arrivé, nous souhaitons développer ces fonctions, même si cela existait avant, les partenariats, mais nous voulons que nos partenariats aient 3 fonctions principales. La première, faciliter la mobilité professionnelle. Moi, je serais content que des bibliothécaires de la Bibliothèque nationale de France viennent ici, parce qu'il y a des problématiques, des techniques, des pratiques nouvelles, ou en tout cas qui peuvent nous intéresser, et je serais content d'accueillir des stagiaires, des bibliothécaires, des conservateurs de la Bibliothèque nationale de Lituanie chez nous, pour, pareil, échanger les bonnes pratiques. Donc ça, c'est une coopération professionnelle, de bibliothéconomie, comme on dit. Ensuite, comme je vous le disais, et vous m'avez interrogé là-dessus, il y a une partie de la coopération qui concerne la documentation, les fonds, les collections, la valorisation des collections. Ben pour ça, la numérisation est très importante. On peut échanger des documents numérisés. On peut accompagner des campagnes de numérisation de documents. En France, à la bibliothèque, on a des documents qui concernent l'histoire et la civilisation de la Lituanie. On va les numériser. Et en Lituanie, à la bibliothèque, il y a des choses qui concernent l'histoire de France. Et beaucoup. Plus qu'on ne croit, enfin, des choses qui nous intéressent ou qui concernent des problématiques, en numérisant de façon croisée. Et enfin, un troisième volet de nos coopérations, c'est l'accompagnement d'événements culturels et scientifiques. On n'est pas seulement dans une coopération de cœur de métier de bibliothécaires, dans une coopération plus vaste, dans une vraie diplomatie culturelle et scientifique autour du livre et des documents. Par exemple, moi je sais que la Bibliothèque nationale de Lituanie prépare une très grande initiative sur Miloš. Oui. Eh bien nous allons accompagner en envoyant des documents, en faisant une activité scientifique à Paris, en accompagnant, en réunissant des partenaires. Et peut-être dans quelques années, nous aurons besoin d'un accompagnement par la Bibliothèque de Lituanie si nous faisons une initiative sur la culture lituanienne, sur les pays baltes, donc tout cela a un grand sens. Nous avons eu un bon exemple de ça à travers la saison culturelle croisée France-Lituanie. J'ai eu l'honneur de recevoir Monsieur le Président de la République de Lituanie, de lui remettre le prix de l'Europe décerné par le journal L'Express. Nous avons eu le grand plaisir et l'honneur d'organiser une grande exposition de participer à une grande exposition de photographie, parce que la Bibliothèque nationale de France est l'endroit où, à part Vilnius, il y a la plus grande collection lituanienne au monde de photos, dont on a reçu les spécialistes lituaniens, l'épouse du président, et on a fait des choses, et on a fait un colloque scientifique sur la photo lituanienne en France. Voilà des expériences d'accompagnement. Nous voulons en faire encore plus. Merci beaucoup. C'est très important oui, pour c'est nous. important, bien sûr. C'est important, je crois, et pour nous, pour notre bibliothèque, pour notre bibliothécaire oui, aussi. Mais pour nous aussi. La coopération. Donc, si on parle de certains aspects de l'éducation, comment la bibliothèque favorise la citoyenneté, la mémoire culturelle, la pensée critique, ça rentre, j'imagine, dans la mission de la bibliothèque. Oui. L'éducation aux médias, parce qu'on a d'énormes, on a toutes les collections de presse,
et dont on participe à travers nos événements, mais aussi en montrant les sources à l'éducation aux médias, en relatant l'histoire des journaux, en montrant comment l'information est traitée. Et ça, nous le faisons en coopération avec des élèves, des classes. On a signé des partenariats avec les rectorats, les académies scolaires, donc cela se fait, à travers, à part l'éducation aux médias, à travers évidemment le renforcement de la pratique de la lecture, y compris pour des régions ou des endroits de difficultés sociales, où les enfants ont plus de difficultés d'accès aux bibliothèques. Alors, nous ne sommes pas une bibliothèque publique, mais nous participons à notre façon à cela. On accueille beaucoup d'écoles, on a développé l'accueil des écoles, et on participe aussi à la préparation des examens avec les élèves. On ne peut pas le faire pour tous, mais on le fait. Et puis, à travers la diffusion de contenus documentaires que l'on met à disposition des professeurs. Et aussi, permettez-moi de poser pour vous une question peut-être un peu personnelle. Diriger une telle grande et importante institution et j'imagine à la fois une responsabilité, oui, et peut-être aussi une inspiration. Et quels sont pour vous, Monsieur le Président, les principes les plus importants pour gestion de la bibliothèque nationale? Moi, je suis un fonctionnaire. J'ai été d'abord professeur d'université, d'histoire, puis j'ai été ambassadeur, diplomate, et là j'arrive à la tête de la bibliothèque. Dans tous les cas, il y a un même principe, c'est le service public. C'est le primat d'une institution publique au service de la collectivité. On a un très gros budget, le plus important budget de la culture en France, c'est la Bibliothèque nationale, et dont on a un devoir. Nous devons être au service donc de la collectivité. Donc, premier principe pour moi de gestion, c'est nous gérons un établissement public qui est au service de la communauté, de la collectivité. Ensuite, le deuxième principe extrêmement important pour moi, c'est de conjuguer la tradition et l'innovation. C'est assez banal, mais c'est très important. Et la Bibliothèque nationale doit toujours être une force d'innovation technique, de bibliothèque, mais aussi dans la façon de mettre à disposition le savoir et les connaissances. Et puis, principe de participer au rayonnement de mon pays. Et donc, un principe de diplomatie scientifique et culturelle. Si on peut parler de l'avenir du métier de bibliothécaire. En quoi, selon vous, dépend du projet, du progrès technologique, le progrès technologique et le métier de bibliothécaire? Oui. Quel devenir? Oui. Eh bien, il faut qu'on mette bien, qu'on ait bien à l'esprit que le projet ne menace pas, que le progrès ne menace pas l'avenir d'une bibliothèque. Depuis des siècles, on considère toujours que le livre est menacé. Oui. Le manuscrit est menacé par l'imprimerie, le livre imprimé est menacé par la reproduction, puis par la numérisation, aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Ben non, ça continue. Et donc il faut bien que ça continue. Pourquoi ? Parce que on a besoin de culture écrite, on a besoin de documents, mais on doit aussi s'adapter à la modernité technique. Et donc la modernité technique nous permet surtout de rendre encore plus vivante la place plus importante, la place de notre tradition culturelle. Voilà. Et donc je pense que le métier de bibliothécaire, il connaît des évolutions, il connaîtra des évolutions, très certainement, parfois des évolutions compliquées pour les gens qui pratiquent ce métier, mais en tout cas, il n'est pas menacé, parce qu'une bibliothèque n'est pas menacée, parce qu'un livre n'est pas menacé.
est d'autant plus nécessaire dans notre société actuelle. Pour vous, que représente une bibliothèque pour vous personnellement? Vous parlez beaucoup de l'avenir, de la mission bibliothèque, mais pour vous personnellement, la bibliothèque, c'est quoi? Donc, c'est un lieu d'abord un lieu de travail passionné. C'est un lieu de recherche, de travail, c'est vrai d'abord, et c'est un lieu de partage. C'est un lieu de réflexion aussi, de partage. Et pour moi, la bibliothèque, ça représente la première image d'un patrimoine qui n'est pas fermé et identitaire sur lui-même, mais qui est un patrimoine ouvert et universel. Je ne crois pas que le patrimoine national soit un patrimoine qui doit être fermé sur une conception identitaire. Je crois que le patrimoine national, il est national s'il sait être ouvert sur autrui et sur l'altérité. Et enfin, pour le résumer, pour finir, conclure, est-ce que quand même vous pourrez vous-même décrire la mission d'une bibliothèque moderne en une seule phrase? Je ne sais pas, c'est possible, mais si c'est possible, quelle sera cette phrase? Pour finir, donc, oui, conclure notre discussion. Merci. La bibliothèque moderne est le lieu où, grâce à la culture et le savoir, tout est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous surtout. Merci beaucoup. Et merci et bravo d'avoir bien voulu me parler en français. Ah, j'ai voulu aussi. Vous parlez très bien français. Ah, merci beaucoup.